Messieurs, bonjour. 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 Alors bien évidemment, aujourd'hui, on est au cœur de la COP21. Alors peut-être une première question, là j'ai un petit peu envie d'aller sur le terrain, de voir à votre échelle, monsieur le maire, comment les choses se sont déroulées depuis, parce que vous êtes un peu un précurseur depuis 2001. Quelles sont les actions concrètes que vous avez mises sur le terrain ? Effectivement, revenir en arrière, ma ville souffre de la désindustrialisation et j'allais dire souffre du modèle de développement dans lequel on est depuis les 30 glorieuses, si tant est qu'on puisse encore les appeler glorieuses. Et donc aujourd'hui, j'ai 24% de chômeurs sur ma ville, j'ai 33% de foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté et ma préoccupation, elle est comment on fait pour que ces gens vivent avec un minimum de dignité, puissent avoir un accès à l'énergie, puissent avoir un accès aux soins, puissent avoir accès à une alimentation de qualité, puissent se transporter, puissent être mobiles sur l'agglomération. Et ben quand on voit tout ça, on se dit voilà, on va mettre une transition en route sur la commune. Transport, bâtiments, énergie renouvelable, nous collectivités, aujourd'hui ma ville, pas les habitants, mais pour chauffer, pour éclairer les bâtiments publics de la ville, on est à 100% d'électricité renouvelable et pour les chauffer, on est à 75% aujourd'hui de gaz renouvelable provenant de la méthanisation. Pourquoi ? Parce que la collectivité doit montrer qu'elle-même, elle est moteur dans cette révolution, dans cette transition énergétique, mais plus globalement, moi, je l'appelle la transition, parce que ça se joue à tous les domaines. Enfin, dernier point, c'est l'alimentation, parce qu'on sait que le secteur de l'agriculture est quand même un secteur qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. On est passé au 100% bio dans les cantines scolaires depuis 4 ans maintenant, qu'on travaille sur les circuits courts. On est bio et régional, donc on limite le transport de la provenance des aliments, et on travaille maintenant avec le monde agricole pour rapprocher sur la communauté urbaine la production alimentaire de la population. Pour nous, ce qui est important, c'est d'accompagner les projets des territoires. Parce qu'effectivement, les territoires, c'est eux qui ont les difficultés, éventuellement économiques, c'est eux qui ont les solutions pour trouver des réponses à ces enjeux de transition énergétique. Et donc, nous, on est là pour accompagner. Alors, quelques exemples. Je vais commencer par le premier. J'ai amené une tuile. Je ne sais pas si elle va se voir. C'est la première tuile qui a été fabriquée au biométhane. Ça, c'est très concret. Et on voit bien que là, on a un exemple d'économie circulaire entre la vie des gens, les déchets, la production de gaz et l'utilisation du gaz pour aussi une usine et maintenir de l'emploi localement. Nous avons décidé non seulement d'accompagner des projets, mais aussi de piloter nous-mêmes un projet dans le cadre de ce qu'on appelle le Power to Gas. Alors, peut-être, qu'est-ce que c'est que le Power to Gas ? Le principe, c'est de faire profiter l'électricité des capacités de stockage du gaz. Et donc de faire un lien entre les réseaux d'électricité et les réseaux de gaz. Pas opposer les énergies les unes par rapport aux autres, mais trouver une combinatoire qui soit efficace. C'est que il est quand même difficile d'avoir un parfait équilibre dans un territoire entre sa production d'énergie et ses utilisations. Il y a toujours des besoins, des déficits, et puis il y a un besoin de sécurité. Et donc c'est une solidarité entre territoires qui existe au travers de ce réseau et qui a été financé. Ça serait dommage de ne pas l'utiliser au service des territoires. Jean-Yves, vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que ces enjeux-là proposent des solutions communes ? Alors, on est dans des configurations extrêmement différentes au nord et au sud. Le développement des réseaux d'approvisionnement d'énergie dans les pays au sud de la Méditerranée, en général, les réseaux se sont développés essentiellement, parce que là, on est vraiment dans une optique de réseau, aussi bien pour Pierre Astruc que pour les collectivités, se sont développés donc en même temps que nous avons commencé à les développer, et ils sont aujourd'hui à peu près tous en faillite, c'est-à-dire que les sociétés d'exploitation ne parviennent pas à équilibrer leurs comptes pour plein de raisons. Mais la gouvernance des réseaux dans des pays avec des pouvoirs plus faibles que les nôtres est toujours très fragile, et donc on n'arrive pas à équilibrer les comptes, en gros. Donc on est sur une sorte d'échec du développement et de l'approvisionnement en énergie dans les pays du Sud.
qui ne peut donc dont ne peut sortir qu'avec un renforcement de la gouvernance. Et puis il y a un deuxième problème, c'est qu'on a construit donc dans une espèce d'idéal un petit peu à la française, particulièrement dans l'Afrique francophone, dans l'idée que l'électricité c'est quelque chose qu'on pouvait obtenir en appuyant sur un bouton sur un mur et on pouvait allumer toute la pièce, on pouvait faire fonctionner une usine comme ça. D'une certaine manière, on a exporté la vulnérabilité de notre système, qui est réellement le problème du mix de la gouvernance, des équilibres, mais surtout de la gouvernance. On a un pouvoir qui est extrêmement fort en France, un pouvoir central, et on est assez centralisateur. Donc la question qui se pose, c'est quel schéma pour développer dans cette partie du monde, qui est une partie extrêmement prometteuse pour nos industriels, entre autres, et puis pour elle-même, parce qu'elle a déjà trouvé ça. Donc on a le problème de l'approvisionnement des activités économiques et qu'est-ce qu'on utilise comme service énergétique. Donc il y a, Jean-Louis Borloo parle par exemple d'éclairer l'Afrique. Est-il utile de faire des grands barrages pour éclairer ? La question est là. C'est beaucoup d'argent. On sait que construire des infrastructures à utility scale, ça coûte aujourd'hui plus cher que de les construire à la dimension ultra-locale. Notamment dans des pays avec un fort ensoleillement, où on a des gisements solaires qui sont très importants, ou des gisements éoliens qui sont importants et très favorables aujourd'hui, voire de la géothermie. Enfin, on a tout le bouquet. On a une biomasse qui est phénoménale en Afrique, dans les zones qui sont le moins nanties en soleil, notamment. Donc, on est sur une zone qui a globalement un panorama de renouvelables, un panorama de gisements extrêmement favorable. Maintenant, l'échec, il est à la dimension réseau. On a une seule réussite à peu près vaillante, qui est l'OMVS, qui est la plaque interrégionale entre le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée. On arrive à faire circuler un peu d'électricité, mais qui est extrêmement vulnérable et on délaisse partout autour. Donc ça marche pas. Donc c'est comment arriver à ce que ce soit, à redéfinir les besoins. Donc l'éclairage, par exemple, qui est fondamental pour l'accès à la connaissance, l'alimentation des réseaux de télécommunications et des réseaux particulièrement sans fil, puisque l'Afrique se développe aujourd'hui très très vite à partir du sans fil, et puis la création de réseaux de transfert de données, par exemple, moins gourmands en énergie que peut-être la fibre optique par rapport à des réseaux métalliques. On est dans une région du monde où chaque ville est une île, à la différence de la France où tout est interconnecté. Chaque ville est une île en Afrique. On est très très faiblement interconnectés. Et du coup, la définition des besoins doit se faire à l'échelle de la commune ou à l'échelle d'un quartier, d'une zone d'activité ou d'une zone où éventuellement concentrer les activités sur un secteur. Et c'est ce qui n'est pas appréhendé aujourd'hui. Les collectivités ne sont pas armées en Afrique globalement pour identifier leurs besoins proprement, les besoins de leurs acteurs économiques et le seul moyen de fonctionner de manière rationnelle au niveau économique, ça serait de concentrer l'information et de la remonter, de l'agréger pour arriver à avoir une réponse intéressante. Aujourd'hui, on sait produire avec des amortissements dans le Sahel, au Sénégal par exemple, on sait produire avec des amortissements normaux de 5 à 7 ans de l'électricité à la prise à partir de centrales solaires photovoltaïques à moins de 10 centimes d'euros le kilowattheure, très nettement à moins de 10 centimes d'euros le kilowattheure, on sait le faire à la prise. La lutte contre le réchauffement climatique et les solutions de l'énergie, la transition, la réussite passe par un mixte. Quand on regarde les discussions autour de la COP21, un des points majeurs de la maîtrise du réchauffement climatique, c'est la limitation ou la conversion, notamment des centrales de production au charbon dans le monde, qui se sont développées. À l'échelle de 2030, convertir les centrales au charbon existantes ou celles qui sont en cours de construction au gaz, c'est 9 milliards de tonnes de CO2 d'économiser par rapport à 37 milliards d'aujourd'hui. Donc on voit bien que, sans forcément faire une révolution dans les process, parce qu'il faut aussi tenir compte de l'économie et sauvegarder évidemment les emplois et la compétitivité des entreprises, on est capable, avec le gaz, de faire ces évolutions extrêmement rapidement. Et puis évidemment, on l'a évoqué, l'avenir c'est évidemment du gaz renouvelable, avec effectivement l'émergence des filières. On a évoqué la biométhanisation. Il y a plusieurs questions qui se posent autour des déchets, brûler des déchets. Il y a plusieurs filières qui doivent émerger. Il faut les aider. Il faut donner un cadre qui permet d'émerger ces énergies renouvelables, ces nouvelles productions.
Et puis effectivement, il faut que les industriels aient les éléments qui leur permettent d'investir. Mais la lutte contre le changement climatique, c'est pas que l'énergie, c'est nos modes de consommation, c'est nos modes de vie, c'est le transport, c'est l'alimentation. Comment on travaille le modèle agricole, comment on le retravaille derrière avec aujourd'hui le labour, enfin la pratique agricole est à remettre complètement à plat et qu'on fera peut-être moins d'exportation de nos produits agricoles, mais on se nourrira mieux et surtout on fera des économies. La question d'installer des panneaux solaires pour vendre au réseau, alors que finalement l'électron va être utilisé chez moi, c'est ce qui complique les choses. C'est-à-dire que la phase la plus complexe, elle n'est pas dans le raccordement de la centrale et dans la construction de la centrale, mais ça vaut pour une pompe à chaleur, ça vaut pour une chaudière, parce qu'on est sur des unités de transformation d'énergie à peu près de même puissance. On est sur des puissances très comparables d'ailleurs en général sur les usages. Et c'est de dire, d'abord je l'utilise chez moi. La question de la partager quand on est sur son potager, je ne cultive pas mon potager dans l'idée de le vendre à la grande surface d'à côté. Je veux dire, mon potager, je le cultive pour moi. Et c'est à partir du moment où on s'approprie ça qu'on progresse et que l'idée progresse dans la population. C'est-à-dire, c'est mon énergie. Le problème qu'on a notamment avec tous les mécanismes d'aide et tout ce qui est obligation d'achat, ça c'est intéressant à la taille de la grande énergie, mais à la taille du potager, c'est pas du tout intéressant et c'est même une voie absolument terrible et c'est ce qui met encore plus de distance, on met encore plus de distance entre le particulier, l'individu et l'énergie, qui est pourtant un sujet qui lui est familier au quotidien. Je pense qu'il faut comprendre que on est dans une phase un peu de transition avec cette émergence des nouvelles filières et qu'il faut trouver un mécanisme d'aide. L'État se cherche. Ce qui est important, je le redis tout à l'heure, c'est quand même donner une certaine visibilité. Il faut que quand on se lance dans ces projets, et tous ceux qui mettent de l'argent dans ces projets, ou même les particuliers qui font des investissements par rapport à ça, il faut qu'ils aient quand même une certaine garantie de durée. Mais il faut que les territoires se mettent en œuvre leur politique. C'est par là qu'elle arrivera cette transition. J'assiste à la réunion des 1000 maires à la mairie de Paris ce jour. Et voilà, c'est bien dans les territoires, c'est bien les volontés politiques locales qui vont faire qu'on va y arriver. Après, le national, en ce qui nous concerne, devrait nous laisser le choix, enfin nous laisser décider sur de l'implantation d'éolien, voilà, nous permettre de libérer le territoire pour mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs dans l'intérêt local ou d'agglomération ou du territoire. On va rester positif parce qu'il y a urgence. Vous avez envie d'être positif aussi? Oui, je pense qu'il faut être positif. D'abord, je pense qu'il y a quand même la prise de conscience s'accélère et de plus en plus forte et donc ça c'est une bonne chose. Je veux dire, la nécessité de limiter le réchauffement climatique, je pense que là la prise de conscience elle est collective. Après, il y a évidemment dans chacun des pays des situations particulières. Il y a le problème de la solidarité entre les pays aussi, par rapport au niveau de développement des uns ou des autres. Donc moi, j'espère que le résultat sera positif. Je ne fais pas non plus partie des négociateurs, donc j'en sais pas plus. Je pense que ce qui est bien, c'est cette prise de conscience. Après, effectivement, il y a un équilibre entre les engagements des gouvernements dans la durée. C'est toujours pareil, c'est pas quelque chose qui se décide à l'échelle de 6 mois, d'un an. Donc c'est des engagements dans la durée, donc il faut qu'il y ait aussi une certaine stabilité par rapport à ces engagements. Et puis il faut coupler ça effectivement avec les réalisations concrètes, parce que c'est bien d'avoir des objectifs, mais concrètement derrière, pour les atteindre, il faut des actions. Et ces actions, elles sont autant liées à des personnes de manière individuelle qu'à des collectivités, qu'au monde industriel. Et c'est cette dynamique collective, effectivement, qu'il faut engager. Voilà. Donc je suis optimiste par nature, de toute façon. Alors, vous connaissez la rive sud, l'Afrique qui est un des enjeux. Je crois que tout le monde s'accorde à dire si l'Afrique va mal, l'Europe ira encore plus mal. Aujourd'hui, tous les yeux se tournent vers l'Afrique. À Paris, place Saint-Germain-des-Prés, il y a l'Inde of African Business qui, jusqu'au vendredi 11, regroupe des politiques, des industriels, des start-up africaines et des ONG qui se battent déjà en effet pour, première chose, l'électrification, les énergies renouvelables, etc. Est-ce que vous pensez que ces solutions dont on parle finalement, il y a une chose en commun, j'ai l'impression, c'est le local. Est-ce que se réapproprier le local en Europe, en France ou en Afrique, c'est pas l'enjeu de demain? La question de l'énergie me touche particulièrement, mais en même temps, j'étais au congrès de l'Association des maires du Sénégal et de l'Association internationale des maires francophones au mois de septembre, et j'ai pas entendu parler de problème d'énergie.
j'étais assez surpris, enfin même pas surpris, parce que finalement, quand on regarde un petit peu ce qui se passe en Afrique, on n'en est pas si surpris. Le problème qui se posait, c'était le problème de l'hydraulique. Avec le changement climatique, les Africains rencontrent d'énormes problèmes d'hydraulique, entre la sécheresse et puis les pluies qui sont intempestives, avec des saisons des pluies qui sont raccourcies, avec des débits, avec des étiages, et les grandes stratégies de barrage notamment sont déjà problématiques, puisqu'on a des étiages, on a eu des précipitations réduites de 30% cette année. Et le problème donc pour les maires du Sénégal, entre autres, et pour tous les maires de la francophonie présente, c'était pas l'énergie, c'était l'eau. Et la gestion de l'eau. Et donc, on est en décalage par rapport à ça. L'eau, avec tout ce qu'elle comporte, alors de potentiel énergétique, entre autres, en grande énergie, de problèmes sanitaires, de problèmes d'érosion côtière, parce que entre autres sur les barrages, dès qu'on met un barrage, on dérègle les régimes alluvionnaires et la quote-part. Bon, et on n'est pas sur le même problème, en fait. On n'a pas les mêmes urgences. Et donc l'énergie est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour permettre le démarrage économique. C'est que les acteurs économiques disposent d'énergie en quantité suffisante pendant les heures de travail, notamment. Que les gens disposent d'énergie pour communiquer, s'éclairer et être en sécurité la nuit, et d'éclairage en particulier, et puis d'alimentation des réseaux de télécommunications. Mais la première chose, c'est le premier péril, il est dans l'eau. Et donc ça vient en arrière-plan. Et donc les collectivités territoriales d'Afrique, leur premier problème sera un problème d'eau. Donc on est avec l'énergie d'une certaine manière en avance de phase par rapport aux urgences à régler et à des problèmes structurels. Et sachant que le problème de l'eau en Afrique rejoint celui du CO2 d'une manière un petit peu, enfin même extrêmement directe, c'est l'arbre. Parce que le meilleur ouvrage hydraulique, c'est l'arbre. Donc c'est un ouvrage, c'est merveilleux l'arbre, parce qu'il émet lui-même de quoi appeler la pluie, d'une part, et puis en plus de ça, il retient l'eau. Et donc quand vous avez des forêts, vous n'avez plus de problème hydraulique. C'est l'urgence, c'est la replantation, et c'est l'hydraulique, avec les solutions. Et l'avantage de ça, c'est qu'on a à la fois des puits de carbone, et on a également la résolution des problèmes hydrauliques. Je vous remercie beaucoup.